Mercredi 9 avril 2025, bonjour, bonsoir à tous, c'est Komorebi. On se retrouve pour le deuxième live sur 3 de cette semaine par rapport à ce qui est prévu normalement. Le dernier live c'était hier, un peu tout le long de la journée, parce qu'on a fait genre 10, 12 et 13, 16. On a parlé de quelques trucs depuis le live de jeudi. On a avancé un peu l'enregistrement du podcast du mois d'avril avec 2 jeux et 2 mangas, si je ne m'abuse. On a lu le Weekly Shonen Jump qui était plutôt pas mal. Et on a commencé à découvrir Star Fox Adventures avec 3 heures de jeu. Et aujourd'hui, on va discuter un petit peu tranquillement. Après, on va enregistrer le podcast aussi. On n'a que des mangas à faire, donc on va en faire quelques-uns jusqu'à ce qu'on ait un peu avancé le live. Ensuite, on passe en actu cinéma parce qu'on est mercredi et qui dit mercredi dit nouveau film en salle. Donc, on va regarder vite fait les sorties de la semaine, vite fait les actus du ciné en général. Et si on a encore un peu de temps, on fera un peu de Framed où on doit deviner des films avec juste quelques images. Et j'aime bien ce petit jeu, même si j'ai pas vu assez de films pour être très pertinent et réussi sur ce jeu. Et derrière, on continue notre découverte de Star Fox Adventures jusqu'à 17h. Parce que j'aimerais bien être à jour pour le podcast de Plouf et Pseudo de la fin du mois. Ça sera le premier que j'écouterai, où je découvrirai leur avis et l'histoire du jeu, en ayant découvert le jeu récemment, spécialement pour le podcast. Donc je pense que ça sera assez intéressant et pertinent. Et en plus, j'aime plutôt bien ce genre de jeu et ce jeu-là. Ça manque juste un peu d'exploration parce qu'on n'a rien à y récupérer, mais le reste est plutôt réussi. Voilà. Et depuis hier 16h, j'ai pas fait des milliards de choses. J'ai pu aller grimper, comme on le devine ici et ici. Je me suis un petit peu cogné. Parce que il y a un nouveau mur. Ah, je vais pas avoir l'image, je crois. Même si je l'ai, ce sera pas très pratique pour vous. Un nouveau mur. Le sol est là. Et pour la difficulté rouge, il faut sauter jusqu'à la prise ici. Ce qui est très haut en utilisant juste le petit volume bleu là-bas. Voilà. Ça s'est fait, j'ai réussi du premier coup. Et quand j'ai voulu refaire devant les copains, je me suis pris une prise de violette dans le bras. Donc j'ai la pointe du triangle violet ici. Et le reste du triangle un peu le long. C'est assez inconfortable. On est 3. Le temps de ma séance, à avoir pris cette même attaque précisément sur le bras. Et il y en a un qui a raté le pas sur le volume, donc il s'est pris le volume dans la cuisse, et c'est pas non plus super agréable. Voilà. Mais ce qui fait que j'ai passé du premier coup ce bloc là. Et derrière le bloc noir, j'ai raté pour le faire en 2 essais. Parce que le départ c'est aussi un jeté, mais cette fois sans prendre la peine de courir, parce que ça c'était atteignable juste en sautant. Sauf que les prises sont pas bonnes, faut bien les prendre par l'intérieur que ça et tout bloqué en épaule. C'est ce que j'ai fait au premier essai. Et au deuxième, j'étais persuadé de l'avoir fait comme ça. Comme ça. Donc bah, j'ai mal pris la prise et j'ai raté dès le départ. Voilà. J'ai été bloqué plus loin, mais j'ai trouvé une autre méthode et j'ai pu finir le bloc en 4 essais, je crois. Et pour la blanche et le dernier niveau, bah j'ai pas du tout réussi à démarrer, je comprends pas le départ. Et j'ose espérer que le bloc sera modifié prochainement. Déjà parce que la prise violette plus loin est dangereuse quand on saute. Et ensuite parce que le départ est incompréhensible. Ou alors je suis juste nul en lecture ou sur ces prises-là précisément, mais bon. Ça, c'est moins sûr, hein. Voilà. Mais j'ai bien forcé, j'ai bien fait les trucs à la con. Je sens encore un peu la douleur sur la première phalange des 3 doigts ici. Parce que j'ai jeté sur une réglette. Donc c'est une prise pas très large. Et j'ai vraiment fait un énorme mouvement que je faisais pouf pour attirer dessus. C'était très inconfortable. En fin de séance. Voilà. Après resto et discussion, je suis rentré assez tard. J'ai fini enfin de regarder les qualifications de la Zilan. En vrai, on était à ça d'avoir le niveau qu'il fallait. Hein.
on passait Mini Royal, on était Gucci de fou là. Hein. Voilà, et ce matin, je voulais. À la base, c'était prévu que je fasse le live blabla tranquillement ce matin, et que cet après-midi, je fasse que du gaming de 13h à 17h. On va être un petit peu décalé, parce que déjà, j'ai pas commencé à 13h, et que j'ai pas fait le blabla ce matin. Mais ce matin, j'avais besoin de repos. L'escalade m'a fatigué, je me suis réveillé à une heure normale, mais après, j'ai traînassé au lit. Et après, il faut que je fasse des trucs pour la maison, aspirateur, lave-vaisselle, étendre le linge. J'étais occupé, donc bon, au moins on peut me rien dire sur ma gestion de la maison et tout va bien. Et comme ça, j'ai live tranquillement cet après-midi. On aura moins de gaming, et c'est dommage parce que la prochaine session, ça sera que dimanche. Je peux pas normalement avant, parce que jeudi, il y a eu télétravail, vendredi, il y a eu du télétravail. Samedi, je vais à 1 heure de chez moi faire une compète d'escalade, une compète de blocs en plein air, juste pour le plaisir et parce que j'ai envie. En ce moment, j'ai envie de découvrir de nouveaux murs, de nouvelles salles, de nouvelles façons de grimper. Et bon, bah, je me sers des compétitions pour me forcer à le faire. Je pourrais très bien aller dans les salles un peu plus loin et pour changer un peu de façon de grimper et d'habitude. Là, je me force en passant par des compétitions, mais ça marche bien dans l'idée aussi. Mais ouais, je vais partir à midi et je risque de rentrer dans la nuit si je regarde les finales, donc c'est compliqué de live samedi. Et en fonction de où je dors samedi soir et de mon énergie le lendemain, normalement on live toute l'après-midi dimanche. On enregistrera le podcast, on parle d'escalade et derrière on avance pas mal sur Star Fox Adventures. Peut-être qu'avec ces 3 sessions on arrivera à la fin, je suis pas convaincu. Avec une vraie session de 4 heures aujourd'hui on aurait peut-être pu. Là, comme on va arriver plus à 2h30 qu'à 4h, bah ça risque d'être un peu plus dur. Mais bon, c'est pas très grave, on finira la semaine prochaine, on sera dans les temps quand même. Et hier, je vous ai parlé du tournoi parallèle à la Zilan, pour ceux qui ont tryhard et qui ont raté les qualifications et qui veulent faire quand même. Avec mon petit frère, on sait toujours pas si on s'inscrit, parce qu'on s'est pas croisé hier soir, donc on va sans doute se poser ce soir pour en discuter. Mais ouais, je sais pas si j'ai envie. Hein. On jouerait à 4 jeux minimum, ce qui est mieux que sur les qualifications. On aurait Mini Royal pour le seeding et du quiz pour le seeding. Donc Mini Royal, on va être assez loin et le quiz ça devrait aller, donc on serait très moyen dans le seeding. Et derrière, il y aurait 2 jeux parmi les 6 que sont Upgun, Party Animals, Chain Together, Speedrunners, Ultimate Godspeed et Battle Right. On aurait 2 jeux à faire là-dedans en 2v2, je crois. Et le but, c'est de faire partie du top 96 sur 128. Derrière, on joue à 2 autres jeux de cette liste et on doit atteindre le top 64 sur 96. Et ensuite, on joue aux 2 derniers jeux de cette liste. Et c'est les 32 premiers du haut qui passent. Je pense qu'on fait que 4 jeux sans inscrits. Mais ça serait cool. Ça dépend vraiment de la liste. Upgun, on serait mal. Party Animals, j'aimerais bien. Chain Together, j'aimerais bien. Speedrunners, j'aimerais bien. Ultimate Godspeed, j'aimerais bien. Battle Right, on serait mal. Il y en a 4 que j'aime bien sur 6. Donc en soi, on peut être soit très bien, soit moyen, soit horrible. Et ça dépendra de l'ordre, du coup. Voilà. Et après, c'est la même chose en groupe, et puis la finale. C'est littéralement la Zilan pour ceux qui ont fait les qualifs et qui ont tryhard et qui veulent aller un peu plus loin. Et pour l'instant, on ne sait pas encore si on s'y inscrit. Mais si on s'y inscrit, il n'y aura pas de training spécifique, je crois. Ça serait juste pour le fun et on verrait bien. Voilà, je crois que c'est à peu près tout pour les nouveautés depuis hier 16h, ce qui est déjà pas mal, hein, parce que
En vrai, aurait pu y avoir vachement moins de choses. Et on va donc pouvoir avancer sur l'enregistrement du podcast du mois d'avril. Il nous reste encore 10 mangas à traiter pour être à jour sur mes lectures depuis le début du mois. Donc on va s'y atteler dès maintenant. Tac, tac. Le prochain tome c'est un C en orange. Oui, oui. Et l'image c'est ceci. Hop. C'est à la bonne taille, nickel. Et ben c'est parti. Ensuite, j'ai lu le volume 15 de Mob Psycho 100, donc l'avant-dernier volume. Ça faisait partie de mes rattrapages manga du mois de mars, mais ces volumes-là ont mis longtemps à arriver à moi. Ce qui fait que mes 4 mangas de rattrapage du mois de mars ont été lus début avril. C'est parti, hein. Je trouve le volume finalement assez vide et assez dommage pour un avant-dernier volume. Il y aurait eu exactement le même volume avec l'exact même contenu plus tôt dans ce volume, ça aurait été un volume moyen bon. Là, ce volume-là, en 15e sur 16, c'est un volume mauvais. Parce qu'on a Mob et Reagan qui partent à la chasse aux aliens avec d'autres élèves de la classe de Mob. Le problème, c'est que c'est des personnages pas spécialement intéressants, ni développés, ni très poussés. Et donc, on n'a pas grand chose à faire de ce qui leur arrive et de leurs difficultés pour trouver ça. L'ambiance est quand même sympathique pour ce petit arc grâce à 2 éléments. Le premier truc, c'est un télépathe qui rejoint le club de spiritisme, spécialement pour ce sujet-là, parce qu'il a toujours vécu caché, et là il a estimé que c'était enfin le bon moment pour se montrer, parce que c'est un club qui prend enfin la pleine mesure de ce qu'il pourrait ressentir et de ce qu'il existe, et se sent donc un peu plus accepté. Et justement, pour le club en lui-même qui avance enfin, jusqu'ici ils ont bien rien fait et bien été inutiles. Et là, les membres ont décidé d'agir pour que celle qui part bientôt au lycée, je crois, puisse enfin réaliser un de ses rêves. Parce qu'elle prenait le club au sérieux depuis le début, mais les autres membres, pas du tout. Donc là, c'est intéressant que ça le pousse un peu. Juste, ça n'a rien à foutre en avant-dernier volume. C'est intéressant, vite fait, sur ces personnages-là en tout cas, mais l'histoire en elle-même est pas assez poussée et plus très mal placée. Et derrière, justement, on a le crush de Mob qui annonce qu'elle va bientôt quitter l'école, ce qui force Mob à évoluer, à changer et lui aussi à agir pour avoir ce qu'il souhaite, ce qui est une belle avancée pour le personnage, même si donc il évolue plus par la force des choses que par réelle volonté, mais c'est un peu comme ça que le monde marche, donc c'est malin. Et seconde une, le karma arrive pour lui détruire la gueule, parce que avoir la volonté de changer, ça suffit pas pour pouvoir être heureux directement. Quand t'as passé ta vie à être un peu une larve et à pas vraiment avancer. Alors, sa punition n'a un peu rien à voir avec le sujet, mais il prend sacrément cher. Le karma qui se prend dans la gueule à la fin du volume est sacrément puissant et désagréable, on va pas se cacher. C'est un volume qui est moyen plus, comme je l'ai dit, mais son placement est extrêmement bizarre et ce qui fait largement baisser mon appréciation de celui-ci. Ça n'a rien à foutre en volume 15. Au secours! Ensuite, assez logiquement, j'ai lu le 16e et dernier volume de Mob Psycho 100, et celui-ci était pertinent et mieux placé, donc il a tout de suite une meilleure note.
Je me suis reposé la question dans ma mini-critique, histoire de garder les notes de ce que je lis. Pourquoi est-ce que le précédent est comme ça? Là, c'est un vrai tome entier de conclusions qui fait bien venir tous les personnages, qui fait bien venir tous les questionnements de Mob qu'il n'a pas résolus depuis bien longtemps, et qui offre une conclusion très satisfaisante. Pourquoi est-ce que le dernier introduit à peine le sujet à la fin du volume et n'a pas apporté un arc un peu plus long pour que ça soit un peu moins dense, par exemple? Ça a marché bien, je pense aussi. Juste l'auteur s'est dit, ah, ça va terminer et j'ai encore rien à raconter avec le club des psychiques. Il faut que je le fasse maintenant. Et on se retrouve avec un élément très étrange avant de lancer l'arc final. J'aime beaucoup l'idée de base que ce soit Mob lui-même, le dernier boss du manga. Parce que jusqu'ici, de toute façon, c'était soit des fantômes qui étaient des gens qui utilisaient beaucoup les pouvoirs des esprits et qui se sont perdus en chemin et qui sont morts et qui sont donc des esprits pas du tout en paix. Donc, ce que Mob pourrait devenir. Ou des gens qui ont des sacrés pouvoirs psychiques, qui les utilisent pour contrôler les gens, pour avoir du pouvoir et de l'argent, qui sont donc tous littéralement des mobs qui ont mal tourné. Donc le principe d'avoir littéralement Mob en train de mal tourner en tant que dernier boss, et tous les personnages qu'il a croisés avant qui essayent de l'arrêter, ça marche trop bien, et c'est hyper agréable de faire une fin pertinente, qui se sert bien de tout ce qu'il y a eu avant, même de ce qui a été moyen. Bravo One. En vrai, si One Punch Man ressemblait beaucoup plus à Mob, on mangerait bien. Hein. Parce que une histoire un peu plus mobesque chez One Punch Man avec le dessin de Murata, commencerait bien. Il y a pas mal de dialogues entre Mob et ses pouvoirs internes qu'il a enfouis depuis longtemps, parce que les deux essayent de se comprendre. Pourquoi devoir se cacher et pas être vraiment soi-même en tant que Mob pour être accepté par les autres? Pourquoi cacher les pouvoirs? Pourquoi les pouvoirs qui étaient là avant et qui apportaient pas mal de succès à Mob doivent disparaître? Il y a pas mal de sujets intéressants et ça marche bien. J'aime trop l'idée de faire revenir littéralement tout le monde, que ce soit ancien allié ou ancien ennemi. Tout le monde est là, ayant bien évolué, ayant bien tiré leurs leçons de la vie et de la philosophie de Mob, et qui essayent de lui réapprendre, de lui montrer. Parce que pour eux, c'est ça Mob. Alors que pour le fort intérieur de Mob, peut-être que ça pourrait être plus dans la violence et dans les pouvoirs. On a Mob qui a une très belle conclusion où il apprend à être prêt et à faire face à la vie. Même s'il sait qu'il y a peu de chances de succès, il est là, il essaye et il avance. Tant pis pour la difficulté. Tant pis, pas besoin de pouvoir. C'est comme ça la vie. Ça marche très bien. Et même son crush qui l'attend malgré les cataclysmes gigantesques créés par Mob, c'est très mignon. Le volume est donc super agréable, tout simplement. Ça utilise très bien les bêtises qu'il y a eu avant. Et oui, je dis bêtises et pas vraiment construction pertinente et intelligente, parce que vraiment il y a des éléments à la con qui reviennent, et qui sont quand même bien utilisés, ce qui offre un très bon volume final. Mob Psycho, dans sa globalité, c'est pas non plus un énorme coup de cœur, mais il y a des arcs dont l'écriture sont très réussis. Et c'est largement une meilleure œuvre que One Punch Man. Aucun débat là-dessus n'est possible. On a ensuite enchaîné avec un nouveau rattrapage logiquement sur Manga Collect, parce que je suis pas avec tous mes mangas en tête. On approche de la fin de mes rattrapages. Si on regarde à l'heure actuelle, s'il te plaît, merci. On a les guidebooks One Piece où il me manque un tome.
On a Neuro où il me manque un tome, mais il est assez peu trouvable à bon prix. Chopperman où il me manque 2 tomes, parce que c'est assez peu trouvable à bon prix. Brisé par ton amour où il me manque un tome. Todag où il me manque 24 tomes. Et Kamuya Ride où il me manque 4 tomes. Donc j'ai choisi un truc court. Ça faisait longtemps que j'en avais pas lu. Parce que j'ai lu les 2 premiers volumes quand ils étaient à 2 euros chez Vega, un truc comme ça, 2 ou 3. Et depuis, j'y avais pas touché. Donc ça fait un sacré moment que j'ai pas lu et que j'avais plus du tout en tête Kamuya Ride. Attends, juste regarder vite fait de quand date cette offre. « 2021, avril. Il y a littéralement 4 ans que j'avais pas lu de Kamuya Ride. Excusez-moi pour le cri. Et donc, en tête, j'avais un truc que j'avais pas spécialement apprécié. Alors, déjà, retrouver des mangas après quelques temps, c'est compliqué. Mais après 4 ans, au secours. J'avais peur du style graphique. J'avais peur de l'histoire et de l'ambiance assez proche des 7 ninjas des fous que j'avais trouvé effroyable. Et en vrai, j'ai passé un bon moment avec ce volume 3 de Kamuya Ride. Peut-être que la note est un peu haute grâce au fait que j'avais très peur et que finalement le résultat est pas si terrible que ça. Et donc, bah, comme il y a des attentes très négatives, le fait que ce soit un peu plus positif, ça paraît très positif. Peut-être que c'est ça, mais de toute façon, ça reste un A, on le prend, peu importe les raisons, et c'est très cool. Parce qu'on a une belle brochette de nos personnages dont j'avais plus aucun souvenir, qui arrivent tous dans un nouveau village, ce qui met assez vite les situations et les relations à plat, donc c'était pas très dur pour revenir dedans. D'autant plus qu'on essaye de mettre un peu en avant l'histoire du personnage principal, qui est censé être oublié et par lui et par les autres. Et c'est plutôt intéressant. C'était un artiste très renommé avec des mains littéralement divines. Et sans qu'on sache pour l'instant pourquoi, c'est devenu un mec ultra fan d'explosions, ne trouvant de l'art que là-dedans. Je crois que j'ai la référence. Qui est également très passionné par la mort en général, qui lui-même a fini par trouver la mort, et qui a fini par ressusciter sans souvenir. Donc maintenant, on a la chronologie globale. Il manque plus que le lien entre ces éléments, parce que pour l'instant, on n'a aucune réponse, aucune explication. On a les 4 grandes étapes, mais on ne sait pas du tout comment est-ce qu'on passe d'une étape à l'autre. Le personnage sur la couverture m'a pas mal plu également. C'est une dame bouclier, chef de la protection de ce village. Je l'ai beaucoup apprécié par son esprit défensif et sa vision de son rôle de protection du village, qui marche très bien. Je crois que j'aime bien l'esprit chevaleresque. Alors j'aime pas du tout l'époque Moyen-Âge, que ce soit dans les œuvres de fiction ou autre chose. C'est assez drôle, parce que pour moi ça vient de cette époque-là, l'esprit chevaleresque. Donc c'est drôle que de pas aimer cette époque-là. Les combats, en plus, sont plutôt malins et sympathiques. Ça utilise très bien les pouvoirs du personnage principal, qui est de créer ce qu'il veut avec de la terre, tant qu'il en a à portée. Ça marche bien. Et du côté de la dame là et de son armée de boucliers, il y a des formations très intéressantes également pour piéger les adversaires, pour protéger le monde. C'est pertinent. Et en plus de ça, on suit vite fait le groupe d'antagonistes pour en présenter des nouveaux, pour vers leurs relations, les forces en pouvoir, montrer que le chef décide pas forcément tout, et les faire un peu entrer dans l'action plutôt que dans la défense, et pour modifier un peu leurs plans qui ont été contrariés par les 3 Kamuya Ride qui sont apparus récemment. En vrai, c'était un très bon retour qui sauve beaucoup de ma peur que j'avais pour y revenir. Et donc, ce nouveau rattrapage s'annonce plutôt bien.
En plus, il reste que 5 volumes à rattraper. On est bien. Et donc ensuite, on a terminé les rattrapages du mois de mars avec le volume 4 de Kamuya Ride. Et c'était déjà un peu moins bien. En grande partie parce qu'il y avait un peu moins de discussions et beaucoup plus de combats. Les combats sont cool quand même, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais la discussion en moins, ça m'éloigne un petit peu et je trouve ça un peu moins intéressant. Il y a principalement beaucoup de défense, puisque le groupe d'antagonistes a envoyé 2 dames de leur équipe attaquer le village. Elles sont plutôt balèzes et résistent bien. On a donc le monsieur sans souvenir qui s'occupe de l'une d'elles et qui a des très belles passes d'armes, encore une fois une très belle utilisation de la terre et de ses pouvoirs. Et en plus il est cool à vouloir protéger ces gens, alors que c'est des gens qui sont pas spécialement accueillants avec lui à la base. Ce qui permet également de faire avancer le groupe des boucliers, parce que dans leur esprit chevaleresque qui va jusqu'au bout dans sa mission de protection, deviennent assez vite plutôt ouverts avec le Kamuya Ride, parce qu'ils protègent les civils, ce qu'ils auraient dû faire eux-mêmes. Donc ils avancent bien et démontrent bien ce qu'est un bouclier, et ça marche trop bien ça. Et à côté de ça, on a le petit prince qui a également des pouvoirs de Kamuya, qui avance un petit peu, parce qu'il récupère une arme maudite surpuissante qui l'aide à ne pas perdre, et en plus, il a une sorte de pouvoir qui sort de nulle part, qui lui permet de contrer la malédiction, ce qui est plutôt étonnant. Attends. Je coupe l'enregistrement pour te dire bonjour le goût. Comment ça va le goût? Tu lis un peu de manga ou pas du tout? Du coup là je suis en train d'enregistrer mon podcast du mois d'avril où je parle des œuvres que j'ai découvertes au courant du mois d'avril, que ce soit BD, comics, films, jeux vidéo, manga, romans et séries. Et bon, là, je finissais d'enregistrer sur le volume 4 de Kamuya Ride, et j'avais fini d'enregistrer pour aujourd'hui, globalement. Voilà. Pour l'explication de ce que je suis en train de faire. Je n'ai lu qu'un seul manga plus jeune, seulement Fairy Tail. Ok, ouais. Est-ce que t'es plus animé ou c'est l'univers manga en général qui t'intéresse pas? Ou t'as pas eu l'occasion de découvrir plus que ça? Et en vrai, je sais que dire ça aurait pu faire crisser les gens, parce que Fairy Tail c'est pas une bonne image. Mais moi j'aime plutôt bien Fairy Tail, donc ça me va comme seul manga à lire. Un manga qui est plutôt efficace et qui fonctionne bien. Bon, je finis mon enregistrement vite fait et j'arrive. Donc oui, le prince sort un pouvoir de nulle part qui l'aide à contrer la malédiction. Ce qui est plutôt étonnant et qui offre encore des mystères. On verra bien si ça avance ou pas plus tard. Mais malheureusement, comme c'est très sur le combat, le volume est moins aussi que le précédent, parce que les personnages avancent vachement moins et racontent moins de choses. Et heureusement, comme je l'ai dit, les passes d'armes permettent un peu d'équilibrer tout ça parce qu'elles sont très réussies. Mais dans mon habitude de lecture, je sais ce que je préfère et j'aurais largement préféré l'inverse. Avoir des personnages qui avancent un peu plus, même dans les combats, et des passes d'armes moins belles. À choisir, je préfère largement de bons personnages.
à voir les conclusions de cette bataille qui n'a été remportée que de justesse par nos personnages principaux. Mais finalement, ce rattrapage me faisait peur, mais s'annonce plutôt bon. Il manquait pas grand chose en fait pour être à jour, pif, me voilà. Plus l'univers manga que j'ai loupé, je vais pas dire que je m'attire pas, mais je suis passé à côté, oui, oui. Puis c'est un truc qui est un peu compliqué à rentrer dedans. C'est dur de choisir par quoi commencer ou quoi. Donc, et puis même, c'est pas grave de pas être dedans. Je comprends. J'ai eu la chance de tomber dedans quand j'étais à l'école. Parce que mon papa avait Dragon Ball, donc je lisais en boucle. Et après, j'allais très souvent au CDI pour lire les mangas qu'il y avait là-bas. Et donc je suis devenu un gros lecteur et ça s'est jamais arrêté depuis. Donc ça fait littéralement 13 ans que j'achète des mangas. Ou que j'en fais acheter. Parce qu'à 12 ans, j'en achetais pas beaucoup, moi, on va dire. En animé, j'ai regardé Black Butler étant enfant. Ok, ça je vois ce que c'est, mais j'ai jamais lu ni regardé. Mais ça marche. Et donc, c'est quoi ton média de pop culture que tu préfères? Parce que moi, c'est manga un peu par habitude et par premier élément de jeunesse. Mais maintenant, c'est presque plus cinéma. J'adore le cinéma, je trouve ça trop cool. Ça fait un petit moment que je suis pas allé là, que je vais un peu moins, j'ai moins le temps et j'ai moins l'occasion. Mais j'aime trop la salle et même découvrir des films, peu importe si c'est en salle ou pas. Ensuite, ce serait d'autres médiums de lecture, genre comics, romans, BD. Ensuite, ce serait les séries. Et à toute fin, c'est jeux vidéo. Ah. Alors, je sais pas trop où est-ce que t'as bugué. Mais je disais, oui, mon médium principal de pop culture, moi, c'est les mangas. Parce que, voilà, habitude de jeunesse et tout. Mais je suis presque plus dans le cinéma maintenant. Parce que je kiffe découvrir des films. Je découvre un peu moins actuellement, mais ça me fait trop plaisir. Derrière, c'est les autres médiums de lecture. Donc romans, BD et comics. Ensuite, c'est séries et ensuite, c'est jeux vidéo. C'est pour ça que ça m'amuse beaucoup de streamer. Je rattrape beaucoup mon retard en jeux vidéo. J'étais plus dessin animé classique comme Les Meilleurs de Sophie, qui est d'ailleurs très violent pour un gosse. Ah, ça, j'ai pas eu l'occasion de voir Les Meilleurs de Sophie, je crois que c'est un peu vieux pour moi. C'est plus trop à la télé quand je regardais la télé, moi. Mais oui, il me semble que c'est plutôt violent dans ce que ça raconte et dans la façon de le raconter. Lecture, j'ai du mal. Ouais, bah c'est une habitude. Si t'as jamais pris l'habitude de lire un peu régulièrement, c'est dur de rentrer dedans et de prendre le temps de le faire. Et ça serait quoi ton jeu vidéo préféré ou celui auquel tu joues pas mal actuellement? En préféré, moi, ça serait sans doute mes jeux d'enfance. Donc Pokémon Diamant et Zelda Phantom Hourglass. Les deux sur DS. Ma console d'enfance. Et en actuellement, j'ai pas des milliards de choses. Parce que, bah, je t'ai dit. D'accord. Peut-être de prof. Niveau jeux vidéo, j'en ai pas des milliards en tête actuellement que je fais. Mais grâce à la Zilan, je me suis amusé un peu à tester pas mal de jeux qui sont pas mon délire de base. Notamment des FPS, des Battle Royale et des RTS. Ça, j'en ai jamais fait, hormis pour les arcs Zilan, et c'est rigolo à tester un petit peu. Tu devrais faire prof notre joke, t'as peut-être, je te jure, de géo. Oh, pitié, pas la géo. Je veux bien être prof, parce que ça, c'est pas spécialement lié à la tête. Mais alors de géo, pitié. Ça m'intéressait pas spécialement. La géographie en carte, pourquoi pas, mais on faisait que de la géographie économique, ça m'intéresse pas.
C'est là où j'avais une des pires moyennes, je crois, hein. Plus de la science, s'il te plaît. Tu vas faire la Zilan. J'ai été inscrit au calife. On s'est fait laminer, c'est le premier jeu avec mon frère, parce que c'est mini royal. Aucun de nous deux ne joue au FPS, aucun de nous deux joue au Battle Royale. On s'est fait éclater la gueule. Donc ça a duré assez peu de temps. Mais même sans la faire, c'est quelque chose dont je suis plutôt fan. Je sais pas si t'as vu passer un fichier récapitulatif des Zilan précédentes. C'est de moi, parce que ça m'amuse beaucoup. Et donc je me suis amusé à tester les jeux des Zilan de cette année et de l'année dernière. Juste pour découvrir des nouveaux trucs et tester. Voir un peu ce que les joueurs ont à subir. Red Dead 2 m'a mis une claque comme je n'ai jamais eu. Ah ouais. J'ai arrêté au milieu de Red Dead 2. Voilà, la honte. Le dernier truc que je me souviens, c'est une mission avec une barque et des crocodiles dans les marécages. Et j'ai arrêté pas longtemps après. Je serais même pas à dire spécialement pourquoi, hein. Je sais pas, je suis peut-être pas trop jeu de ce genre-là, mais en vrai, juste j'étais sur d'autres trucs, je pense. Mais oui, je sais que c'est un jeu de fou. J'ai un pote qui l'a fait bien une dizaine de fois en entier. Le jeu de mon enfance, c'est Mafia 2. Mais j'ai jamais joué non plus. Mais ouais, ok. Il y en a eu un récemment, Mafia, ou pas? Ou c'est une série qui est plutôt vieille et qui a pas pu rejoindre notre génération? Et Chained, bah, je l'ai fait en solo, en 2h30, en m'autorisant les checkpoints à partir d'une demi-heure. Et on y a très peu joué avec mon frère, parce que son PC est une catastrophe. Et donc il est très désynchronisé avec moi, et c'est très chiant pour les obstacles qui demandent d'être coordonnés quand il bouge. Donc finalement, bon, heureusement qu'on n'est pas allé beaucoup plus loin que Mini Royal, parce que de toute façon on aurait été un peu limité par son PC, je crois. C'est pas la honte de pas aimer, c'est un jeu qui prend très très cinématographique et très lent. Hmm. Ouais. Oui, c'est vrai qu'il y a pas mal de temps. Tout est bien montré, il n'y a pas d'ellipse quand il fout les tiroirs, quand on dépaisse les animaux. Tout est cinématographique et prend son temps. Ouais. Peut-être que j'y ai trop joué d'un coup et que ça m'a un peu saoulé, je sais pas. Ou peut-être qu'il y avait un peu trop de tir pour moi, alors que c'était même pas tant que ça. C'est juste que bah, comme je joue jamais à des jeux de tir, c'est assez vite trop pour moi. Uncharted 4, c'était très dur à découvrir par exemple. Alors j'étais pas un mode de difficulté très élevé. Bah, ouais, Fizo, même avec le compte à rebours, c'était pas très pratique. Parce que les obstacles étaient désynchronisés. Genre sur mon écran, on se prenait des moulins qui tournent, et sur son écran, on se les prenait pas. Donc ce qui est compliqué pour être coordonné vraiment. Et en plus, dès qu'il se raccrochait à un bord, il était lagué comme pas possible et ça nous ralentissait grandement, donc pas très pratique. Ok, c'était pas que son PC de merde, c'est le jeu qui est désynchronisé assez rapidement quand on est plusieurs. Mais je crois que son PC n'aide pas. Voilà. Et j'ai regardé que ce matin d'ailleurs, la fin des qualifications, donc la run de Chain Together. Ils sont impressionnants pour voir que ça fait que 2 semaines d'entraînement sur 4 jeux différents. Ah, ils jouent bien, c'est cool à voir. T'es arrivé à Bunny, oh, j'ai pas spécialement essayé, hein. Je savais qu'on irait jamais à Chain Together parce que c'était le top 4 duo. Et on a fini genre 450ème. Donc il y avait peu d'espoir. Donc j'ai même pas essayé d'apprendre à Bunny. Et comme je l'ai jamais fait dans aucun jeu, je suis pas convaincu que j'aurais appris ça rapidement. Il y a eu un Mafia 3 en 2016, mais il était hors sujet. Après, t'as un remake de Mafia 1 en 2020. Ok, ouais. Ça va être le remake de Mafia 1 que j'ai vu récemment alors. Parce que j'ai vu des gens y jouer vite fait sur Twitch. Et pourquoi il était en hors sujet le Mafia 3? Je sais pas.
Ouais, bah alors, j'ai pas l'explication du sujet, j'ai pas regardé, mais j'ai vu pas mal de tweets passer effectivement sur la bagarre qu'il y a eu hier. Donc c'était un match Valorant, je suppose, c'était lié à Mandatory ou pas. J'ai même pas fait spécialement attention. Je sais juste qu'il y avait eu. J'ai juste vu pas mal de blagues sur le sujet, c'est tout. Donc je sais même pas trop. Ouais. DVM contre JL. Ok. Ouais, non, bah c'est pas pertinent, je pense, de se battre. Ça apporte pas spécialement une bonne image. C'est dommage. C'est deux teams de schlag. Oui, peut-être qu'elles avaient déjà pas une bonne image spécialement. Mais pour la scène Valorant au global, c'est pas le meilleur truc, on va dire. Ah ouais, ça juge sur les survettes. C'est que les survettes qui se battaient, ça veut dire? Bagarre de solde, littéralement. Ok. Sur MDR. Ouais, non. Je t'avouerai qu'à part les événements organisés par Zerator, je suis pas spécialement l'e-sport. Donc il y a pas mal de trucs, je suis pas très au courant. Mon frère serait plus au courant, par exemple. Lui, il regarde bien l'e-sport de LoL, il est très au courant là-dessus. Moi, hormis les Ilan et l'Ascension, je suis pas grand-chose. Ça veut rien dire, mais ça en dit long quand même. Le fameux je dis ça, je dis rien, hein. Bien joué, Fizo. Bien joué. Tu regardes Sard? Pas du tout. Non, non. Ben, hormis pendant les Ilan, j'en entends pas spécialement parler de Sardoche. Et à chaque fois, c'est plutôt un gros sujet. Merci beaucoup, Fizo, pour le follow. Ça fait très plaisir. Merci, merci. Ça va se mettre à jour à un moment, t'inquiète. C'est pas hyper efficace, mais tu vas arriver là un jour. C'est un monstre quand même, Ozilan Sard. Ben ouais, ouais, ouais. On peut dire ce qu'on veut sur l'homme, mais au final, il s'en sort bien, Ozilan, oui. J'arrive pas à retrouver mon fichier, attends. Il est où? Là, palmarès Zilan. Mon fichier tout moche, là, si tu regardes, c'est... merde. Il est dans ceux qui ont participé 6 fois, si je ne m'abuse. Il est où, là? Ah non, il y a 5 participations. Dans ceux à 5 participations, il a largement le meilleur palmarès. 5ème, 3ème, 3ème et 10ème, c'est très propre en 5 participations. Par contre, j'ai pas compris, dans l'e-sport, ils essayent d'implanter le mouvement ultra. C'est tellement incompatible avec l'e-sport. Euh, les ultra fans et qui feraient un peu n'importe quoi et qui agiraient mal, ça qui te semble incompatible avec l'e-sport? En soi, je pense que les ultra fans c'est pratique pour faire vivre la scène et pour faire avancer. Merci beaucoup Fizo d'avoir pris le temps de discuter, d'avoir follow, ça fait très plaisir. Bonne après-midi à toi et au plaisir. Donc oui, je pense que c'est important les ultras pour faire vivre la scène parce que c'est quelque chose qui n'est pas encore non plus ultra implanté. Mais oui, peut y avoir assez vite des dérives. Mais ça, je pense que c'est pas que lié à l'e-sport. Je pense qu'à partir du moment où t'es fan, tu peux assez vite vouloir soutenir ton équipe un peu trop fort et aller trop loin. Il y a ça aussi avec le foot, hein. Il y a eu
des débordements dans les stades, des gens interdits d'aller dedans parce qu'ils foutaient trop la merde. C'est pas quelque chose qui est lié qu'à l'e-sport, mais c'est de la merde partout, malheureusement. J'ai de la chance d'être intéressé. Les seules compètes qui m'intéressent, c'est en escalade, parce que c'est mon sport de cœur depuis 3 ans et demi. Et comme la scène n'est pas non plus très poussée, c'est très raisonnable autour, donc ça me va très bien. En même temps, c'est un sport plutôt posé. Et comme c'est pas par équipe, ça limite un peu les forces en présence des fans. Vu que bah, t'as un peu moins de monde derrière chacun, vu qu'il y a, ou que ce soit des équipes, donc plusieurs sportifs rassemblés, c'est séparé. Donc ça sépare un peu les groupes de fans aussi. Ouais, à voir. Bon, on s'est un peu décalé avec le planning, c'est pas grave, ça fera juste un peu moins de Star Fox Adventures, on s'en fout un petit peu. On va voir un peu l'actu cinéma de la semaine, vite fait. On a Balle perdu 3, qui est une série d'action Netflix que je ne connais absolument pas, qui va se terminer bientôt et qui a une nouvelle bande-annonce. Très bien. Nanana. Il y a Dwayne Johnson qui fait une transformation physique pour une sortie cinéma. Vas-y, on va voir pourquoi. Bloup. Ouais, il va y avoir Dragon en live action, c'est vraiment un sujet de merde. Disney a fait plein d'erreurs avec des films en live action qui marchent pas. Ça apporte rien de passer des chara design en dessin animé au même chara design en live action. C'est très moche et c'est vraiment pas pertinent. Pitié, hein, le remake du Roi Lion de 2019. Au secours! Voir des lions réalistes parler et surtout chanter, c'est catastrophique comme idée, ça marche pas. Et Dragon, ben c'est stupide parce qu'il va rester pas mal d'animation. Parce que tu veux pas avoir un vrai dragon, ça existe pas. Bien vu ça. Donc pas spécialement convaincu. En fait, de base, Mouvement Ultra, c'est un mouvement idéologique avec des revendications et une ligne directive assez pris à la légère. Des fans d'e-sport s'appellent comme ça juste parce que ça en jette. En étant pas du tout en adéquation, est-ce que c'est qu'être ultra? Ah! C'est ma définition d'ultra qui est pas à jour alors? Et comme ça m'intéresse bien la culture, j'aimerais bien voir. Tu mets juste ultra, ça marcherait? Ultra, mouvement. Ouais, est-ce que je trouve une définition là-dedans là? Mouvement ultra, définition. Ok, mais c'est que j'avais pas du tout la définition, alors c'est pour ça. Les ultras font une catégorie particulière des supporters assistant à des compétitions sportives dont le but est de soutenir de manière fanatique son équipe de prédilection. Ce type de supporter est différent de celui des groupes hooligans ou des barra brava. Il se retrouve surtout dans le monde du football, mais existe également de manière sporadique en basket, en handball, en volley ou en hockey sur glace. Les jeunes supporters qui s'organisent au sein d'associations à but non lucratif pour soutenir activement leurs équipes de foot à partir de la fin des années 60. Encourage avec des slogans et des animations visuelles. Ok. Ah non, j'ai vraiment pas de rêve du football. C'est un sport qui m'intéresse pas du tout. C'est pour ça que j'avais pas du tout la définition de ultra. Et donc forcément, ouais, il manque vraiment le côté politique derrière le mot ultra. Donc oui, qu'il soit très fan des équipes, pourquoi pas, ça aide beaucoup. Mais c'est le choix de mots qui convient pas parce qu'il détruit l'idéologie derrière. D'accord. J'ai mieux. Hmm. Ouais, c'est juste que le mot est dépossédé de son sens et que. Ouais. Est-ce que c'est parce que t'es un ultra du foot que tu sais tout ça ou c'est parce que. Juste vraiment tu savais la définition du mot de base et t'es triste de voir perdre son sens?
Ouais, bon, ça, une anecdote de tournage, on s'en fiche un peu. Ça aussi. Ça parle du tournage de Dune 3, vas-y. Bon, c'est pas sûr qu'il y ait beaucoup d'informations, mais... Encore une annonce à la con. Voilà, bon, c'est tout ce qu'on regardera cette semaine. Et les sorties de la semaine aussi, paf. Alors, c'est ça, et ça embête que des personnes s'approprient le mouvement sans le respecter. Ok, ok. Non, mais je comprends. Si t'es un ultra et que c'est un sujet qui te parle, je comprends que ça t'emmerde que le sujet soit pris aussi à la légère. C'est pas un terme que j'utilise, mais si jamais je l'ai en tête, j'essaierai de penser à tes remarques et de pas l'utiliser quand même. Mais bon, je parle pas d'histoire, donc il y a peu de chances que ça me concerne, mais je ferai attention. Ah ouais, Dune 3, c'est prévu pour décembre 2026. Je n'étais même pas au courant qu'il y avait une date. Et ils veulent récupérer Robert Pattinson pour un rôle de méchant. Ok. C'était pour le 2, ouais, très bien. C'était le 1, ouais. Tout le monde sera pas là pour la Dune partie 3. Forcément, ça se passera un peu plus tard dans le temps, il me semble. Et donc, on voudrait ramener Pattinson. Et c'était déjà à l'affiche de Roi en 2025. Est-ce que je l'ai vu celui-là? Oui, je l'ai vu, ok, c'est celui que je pense. Ouais, bah c'était moyen, ça m'a pas trop plu. Parce que c'est pile l'époque et le genre de truc qui me plaisent pas trop. Mais ok. Il y avait Pattinson dedans? Je me souviens même pas. On a les premières images pour la suite de Souviens-toi l'été dernier. J'ai pas spécialement vu le film plus que ça, c'était il y a 28 ans aussi. Donc j'étais pas né, hein, je peux pas l'avoir vu, hein, c'est impossible. Et donc ouais, je suis en train de faire le lien. Effectivement, si on a les termes ultra qui sont utilisés alors que IA ils se sont juste foutus sur la gueule très bêtement, ouh, ça doit te faire tellement mal de voir utiliser ce terme utilisé pour ça. Parce que se battre pour son club, c'est une façon terriblement nulle pour le défendre. De toute façon, il n'y aurait pas de mots qui iraient très bien avec ça, à part animaux, je pense. C'est les mêmes réalisateurs qui reviennent pour la suite? Si c'est le cas, c'est déjà cool de garder les mêmes. Il y a de nouveaux protagonistes, et les deux héros du film 98 qui reviennent. Ok. Ouais, bah, comme tous les films de l'époque, ils reviennent dans une nouvelle version, avec des jeunes, mais en regardant les anciens. Ils ont fait ça avec Ghostbusters, également. Et Dwayne Johnson, il a fait une transformation pour Smashing Machine, un film de boxe, donc c'est pas ce qui va m'intéresser le plus, je crois. Ça sort en France, cet automne, en légende du MMA. Bon, il vient du catch, donc c'est pas non plus débile. Mais c'est bien s'il essaie de se transformer physiquement pour rendre honneur à Mark Kerr, que je ne connais pas, donc on va regarder vite fait ce que c'est. Honnêtement, le monde du MMA mais assez obscur. Et dans le casting, on a Dwayne Johnson et Emily Blunt. Très bien. Bravo à eux. C'est lui là? Mais il ressemble pas à Dwayne Johnson là. Ok. Fais voir. Mark Kerr. Il ressemble à Mark Kerr, effectivement. Numéro 1 mondial de 97 à 2000. Pas mal, hein. En combat libre et champion de lutte. Ok. En plus, on se bat pour que les ultras ne soient pas confondus avec les hooligans. Le mouvement ultra n'est pas violent par essence. Oui, oui. Ça, les hooligans qui soient violents, j'avais. Mais oui, ça commence un peu à tout se mélanger et tout le fanatisme se retrouve avec les mauvais termes, ouais. Ça fait chier. Hmm. Voilà.
Je me tâte à aller dans le public de la Zilan, ce qui serait la première fois que je verrais de l'e-sport en vrai. Et je pense qu'il y a peu de chances qu'il y ait des ultras ou des gens qui se revendiquent comme tels. Et bon, je te dis que je t'avouerai que ça me fait plaisir. Donc cette semaine en salle, on a Moon le Panda qui dure 1h40 de Gilles de Mestre. 2-4 par la presse et 3-3 par les spectateurs. Tian a 12 ans quand il est envoyé chez sa grand-mère à cause de ses mauvais résultats à l'école. Loin de la ville, dans les mystérieuses montagnes chinoises, il se lie d'amitié en secret avec un panda qu'il nomme Moon. Ok. Sans doute fable écologique classico-classique, ça me parle pas plus que ça. Il existe des films mieux notés par la presse que par les spectateurs. Oh oui, oui. Oh, largement. Quand c'est en première sortie, je suis pas sûr. Là, ils viennent d'arriver, donc je suis pas convaincu. Mais j'ai dû en voir passer. C'est pas le plus courant, mais ça me dit quelque chose d'en avoir vu. Tu sais, des films qui paraissent bien intellectuels, qui plaisent bien à la presse parce que c'est ce qu'ils veulent voir. Mais après, le grand public qui voit ça, ils sont bah non, c'était pas intéressant. Ça arrive que ce soit dans ce sens-là. C'est pas le plus commun, mais. Il y a aussi D'où Jésus, qui dure 1h26 de Frédéric Kiering, 2-0 par la presse et 3-4 par les spectateurs. Sœur Lucie, religieuse dévouée, décide de fuir son couvent au bout de 20 ans pour retrouver son amour de jeunesse. C'est pour elle le début d'une aventure extraordinaire qui mettra sa foi à l'épreuve et la confrontera au monde d'aujourd'hui plein de surprises et de tentations. Tiens d'ailleurs, Logu, tant que je t'ai sous la main, c'est quoi ton film préféré? Et c'est quoi le dernier film que t'as vu? Hop là, que les questions horribles que je déteste qu'on me pose. D'où Jésus, ça a pas l'air très fun, je t'avouerai. Dogman, ça me fait chier. C'est DreamWorks, j'aime bien le studio DreamWorks, mais là, leur film, ils l'ont pas vendu. J'ai découvert que le film existait la semaine dernière avec une bande-annonce de 15 secondes sur YouTube. Quand c'est pas leur grosse sortie comme Shrek, ils vendent pas leur truc. Et après ils sont en mode bah ça marche pas. Trop bizarre ou quoi? Je comprends pas pourquoi ils font ça. Hit de très loin. Ah, je l'ai pas vu. Il a l'air super bien, mais je l'ai pas vu encore. Le dernier que j'ai vu, c'était Reservoir Dogs, je voulais le revoir quoi. Ouais, ça, Reservoir Dogs, j'ai vu, c'est très cool. Je pense pas que c'est son préféré de Tarantino, mais ça reste à Tarantino. Il est bon ce con. On va pas se le cacher. Dogman 1h29, presse 2-7 et spectateur 3-2. Lorsqu'un policier et son fidèle compagnon de la brigade canine sont tous deux blessés en service, une opération chirurgicale aussi insensée que miraculeuse les lie à jamais et donne naissance à celui qu'on appellera désormais Dogman. Tu préfères quel film de Tarantino? Je crois que ça se bat avec ces deux derniers en date. Est-ce que c'est parce que ça fait partie des premiers que j'ai découverts? Est-ce que c'est parce que c'était au cinéma et que c'était des meilleures conditions? Je sais pas. Mais j'ai beaucoup aimé et Les 8 salopards et Once Upon a Time in Hollywood. Alors que les deux ont pas grand chose à voir, mais j'ai kiffé. Et toi? T'arriverais à en sortir un? Tu penses qu'il va s'en sortir avec son dernier film qui arrive un jour prochain? Ah, ça, déjà, ça me paraît compliqué de base de faire un nouveau film en étant un Tarantino. D'autant plus quand c'est vendu comme ton dernier film. Et d'autant plus quand ton dernier c'était en 2019, ouais. Et que là, ça commence déjà à faire 6 ans d'attente depuis le dernier. Donc, ouais, Dogman, synopsis, il est pas fou. C'est pas vendu. Ah, ok. Je pensais être plutôt dans hors de la norme en disant les 8 salopards, mais bon, content d'avoir trouvé un camarade. Ah, je le trouve trop bien. Je suis pas western de base,
mais ça se sert de l'esthétique et de la logique dans un huis clos trop bien. J'adore le principe. Il y a The Amateur 2h03 de James House. Presse 2.8, spectateur 3.6. Je suis pas fan de Rami Malek, mais à voir le synopsis. Charlie Heller, un cryptographe de la CIA aussi brillant qu'introverti, voit son existence basculer lorsque sa femme décède durant une attaque terroriste perpétrée à Londres. Déplorant l'inaction de sa hiérarchie, il prend alors l'affaire en main et se met à la recherche des assassins, embarquant pour un dangereux voyage partout à travers le monde pour assouvir sa vengeance. Ouais. Film d'espionnage et de vengeance en même temps, avec Rami Malek. Pour moi, c'est du même niveau que Pulp Fiction, donc très haut dans mon cœur, quoi. Ok. Tu l'as vu à quel âge et il y a combien de temps, Pulp Fiction? Parce que je pense que ça joue pas mal dans ton appréciation. Moi, j'aurais pas la date, je pense, mais ça doit être vers ma majorité en 2018. Et ouais, je pense que ça joue sur le fait que je suis pas non plus un fan inconditionnel de Pulp Fiction. Ah, mais t'es un 2000 aussi. D'accord. On est deux. Pulp Fiction en 2020. Ok. Non, je pense que moi, l'ordre de visionnage et tout ça, ça m'a un peu joué sur l'impression de Pulp Fiction. C'est pas mauvais du tout, hein, évidemment. Mais ouais, je sais pas non plus en mode c'est la giga claque que j'ai adoré. Je sais pas. En même temps, je crois que je suis globalement plus nivelé vers le milieu au global. J'ai pas grand chose que j'adore vraiment, mais j'ai pas grand chose que je déteste non plus. Ce qui aide pas mal à apprécier les trucs un peu mal aimés. Mais bon, bah, j'ai jamais d'énormes claques en mode ouah, j'ai adoré, c'est mon truc préféré du monde. Par exemple, pour finir cette phrase, même Boulevard de la Mort, je l'aime bien. Le film a plein de défauts, mais j'ai beaucoup aimé mon visionnage. Mon film préféré, si j'en ai un, je suis même pas sûr d'en avoir un. Je sais que j'aime beaucoup les travaux de Edgar Wright et de Wes Anderson, mais je suis même pas sûr que mon film préféré soit dans leur filmographie à eux. J'arrive pas trop à mettre un nom sur cette réponse-là. Parce qu'il n'y a pas deux films que j'ai vus vraiment régulièrement, en masse, et que je peux dire c'est mon film doudou et coup de cœur. Mais un des films récents que j'ai vu, que j'aimerais trop revoir, que je sais qu'il serait un film très confortable, c'est Little Miss Sunshine. J'avais adoré ma découverte. Cette semaine, on a également Piégé, 1h35 de David Yoreveski. J'ai vu la bande-annonce et le synopsis il y a pas longtemps. Il y a un film très proche avec Liam Neeson qui est sorti récemment. Et donc ça me fait pas spécialement envie, hein. Malgré le casting qui est cool, presse 2.9 et spectateur 3.3. Un voleur s'introduit dans une voiture de luxe et se retrouve piégé à l'intérieur. Et il découvre que son énigmatique propriétaire en a le contrôle total et qu'il va exercer sur lui une vengeance diabolique. C'est qui déjà le réalisateur de Hit? J'ai plus le nom en tête, je sais, je le connais, mais... Michael Mann. Je crois que j'en ai vu aucun de Michael Mann. T'en as vu d'autres que Hit, toi, ou pas? Mais je sais que Michael Mann, c'est un bon réalisateur. Je suis un mec sur Twitter depuis l'époque où j'avais un blog manga. Et c'est son réalisateur préféré. Il en parle souvent, donc je sais que c'est cool, mais je crois que j'en ai vu aucun. Si je fais la liste là... J'avais raison, j'en ai vu aucun. C'est le meilleur film de police versus truand qui existe pour toi et la meilleure scène de fusillade de l'histoire. Hein, je sais que si je me plonge dans la filmographie de Michael Mann, je serais pas déçu, il y a plein de très bons trucs. Faut que je le fasse.
Donc il faudrait que je reprenne un peu le visionnage plus régulier de films. Hihi. Parce qu'en ce moment, j'ai un rythme un peu nul. Mais il y a encore beaucoup les sorties cette semaine. On n'a pas beaucoup avancé, je crois. On regarde au moins les deux prochains, après ça va être plus rapide, je crois. Mikado de 1h34, c'est vrai, de Baya Kasmi, Presse 3.2 et Spectator 3.9. Mikado et Laetitia vivent avec leurs enfants sur les routes. Une panne de moteur les amène à s'installer le temps d'un été chez Vincent, un enseignant qui vit seul avec sa fille. C'est le début d'une parenthèse enchantée qui pourrait aussi bouleverser l'équilibre de toute la famille, alors que Nuage... Nuage? Putain de wokistes. Ils appellent leurs enfants n'importe comment. Leur fille aînée se prend à rêver d'une vie normale. C'est seul Michael Mann que t'as vu. Ok. Que tu connaisses même. Ok. Bon. Eh ben voilà, je t'offre sa filmographie à découvrir aussi. C'est cadeau, allez, c'est comme ça, j'ai le cœur sur la main. Et Berger, 1h53 de Sophie Derap. Presse 3.3 et Spectateur 3.7. Sur un coup de tête, Mathias troque sa vie de publicitaire à Montréal pour celle de berger en province. Il espérait trouver la quiétude, il découvre un métier éreintant et les éleveurs souvent à bout de souffle. Oh, ça peut être sympa, c'est important de montrer la détresse et la difficulté de nos paysans. Parce que putain, qu'est-ce que c'est un métier compliqué de merde? C'est pas le métier qui est de merde, il est intéressant et important. Mais alors, oh, ces complications. Je regarde surtout les films où il y a Al Pacino, Robert De Niro et Joe Pesci, des acteurs que j'adore. Ok. Ah, je suis pas encore tombé fan d'eux. Et de ceux que j'ai vus, je suis même pas fan. Hein. Le dernier que j'ai en tête, c'est Killers of the Flower Moon. Je suis pas fan, on va dire. Casino, par exemple, je l'ai pas vu. Non, j'en ai vu très peu, hein, de... où ils sont dedans. Je regarderai leur filmographie après, mais... L'Opéra de Paris, très bien. The Chosen qui arrive. Zion. Masha et Mishka. Waouh, trop bien. La série animée russe, là, qui est son film. La jeune fille à l'aiguille. Voyage avec mon père. Goodbye Ugly. Le voyage au port du paradis. L'histoire du soldat. À l'heure de la chandelle. Même pas le parrain. Sans doute que ça devrait partir de là. Le fanatisme et l'amour pour eux. Mais ouais. Niveau classique, j'ai pas rattrapé grand chose. Je suis plus régulièrement en découverte de trucs récents qu'en classique. J'essaie de mettre à jour pas mal ce truc récent avant d'attaquer les classiques, donc c'est compliqué. Ce qui fait que les trucs classiques, je découvre quand je peux. Là, Al Pacino. J'ai vu House of Gucci. Mais j'aime pas la filmographie de. Je vous en aide. De Ridley Scott. J'aime pas sa façon de faire, donc je vais pas passer un bon moment. Once Upon a Time in Hollywood, j'ai vu. J'ai bien aimé, mais c'est pas lié à Al Pacino. Oceans, j'ai vu la saga. Je crois que c'est pas mon genre de film. Mais oui, j'ai rattrapé la saga Oceans déjà. Pas une grosse claque, mais j'ai regardé. Et je crois que c'est tout ce que j'ai vu d'Al Pacino. C'est assez peu. C'est assez peu. Je pense que c'est mon côté passion un peu pour le domaine mafieux qui m'attire. Il faut souvent des films sur ça. Ah ouais, si t'aimes bien la mafia, je comprends que tu sois à fond dedans. Non, la mafia, moi, ça me botte pas plus que ça. Donc, je vais pas plus regarder que ça. J'ai un manga pas mal lié à ça que je lis et que j'aime beaucoup. C'est. Est-ce que c'est vraiment mafieux, Rudolph Turkey? Un peu. C'est littéralement un fils de maire dans une parodie de Las Vegas qui essaye de prendre la place de maire,
mais qui a une image de merde par rapport à son père, et donc il est plus dans l'action, la violence et les coups bas que dans le fait d'être une bonne personne. Donc t'as un peu le côté mafieux quand même. Et surtout, évidemment, en tête, Sunken Rock, mafieux par excellence. Littéralement, des gangs dans tous les sens, qui se foutent sur la gueule non-stop pendant 25 tomes. Et ça parle de pas mal de dérives de la société japonaise, c'est intéressant à lire de fou. Et c'est dessiné par Boichi, qui dessine super bien. Rien à voir, mais tu me demandes mon film préféré, ouais. Mais le film préféré que j'ai le plus bouleversé récemment, c'est The Whale, avec Brendan Fraser, un acteur que j'affectionne très particulièrement. Oui. Il l'a pas démérité pour avoir son Oscar là-dessus, il n'y a pas de souci là-dessus. Le film était très touchant, on va pas se cacher que je l'ai vu aussi, c'était très cool. Parce que voilà, en plus d'être fan de la Zilan et donc de vouloir tester tous leurs jeux, j'ai un peu le cas aussi pour les Oscars. J'aime bien regarder tous les films liés qui sont présents, nominés alors, au meilleur film. Je vais y arriver. Je connais pas le passé de Brendan Fraser, ni sa filmographie d'ailleurs. Donc je suis peut-être moins touché par son jeu que ce que je pourrais être. Ou alors j'avais dû lire un truc dessus. Je sais plus si j'avais vu ou pas. Ouais, ok. Joli, joli, ouais. Il a quitté la scène de fin 2000 à fin 2010 en gros. Parce que c'est lié à une agression sexuelle, à des blessures dues à ses cascades et à une dépression. Ouais, 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 ok. Ouais, ouais, c'est pas rien comme parcours. Parce qu'il avait... Tout à fait, c'était l'acteur jeune, ténébreux, qui plaisait à tout le monde et qui fonctionnait bien dans La Momie, tout à fait. Ça, j'avais la ref. Et c'est effectivement bizarre, avec un départ comme ça, d'avoir un trou de plus de 10 ans dans sa carrière. Et donc ça explique bien des choses, cette histoire. Allez, on finit cette partie blabla du début de live avec un petit peu de Framed. On doit deviner un film avec 6 images maximum, avec des images de plus en plus claires. Ce calepin ne me dit rien, et j'ai pas beaucoup de souvenirs d'un film avec des calepins. Le seul truc, il y a des trucs écrits qui me viennent en tête, c'est Memento, mais bon, je crois que c'est pas ça. Alors que ça n'a rien à voir. Ça ressemble à un film d'animation un peu en stop motion là. Alors avant, pas du tout, c'est trop bizarre, pourquoi c'est tout orange comme ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Attends, c'est pas l'histoire sans fin? The Never End Story? Oui! Bien joué. J'ai vu le film, que ça joue. Là, le petit avec son dragon là. Parce que mon papa, il a une boîte de Blu-ray des années 80 et je m'étais amusé à tous les regarder. Et donc j'avais vu le film. Et juste à la couleur du décor, je le trouvais là. Pouah, ça vient de nulle part ça. Le fait qu'il y avait un livre et la couleur du décor, ça m'a aidé. Ah ouais. Pas simple celui-là. Sinon j'aurais retrouvé à l'image 4. Ok. On va se faire un peu ceux des derniers jours. Juste pour voir. Alors oui, ça je viendrai sur la même, merci à tous. C'est où les archives? 1124. Oula. Un vieux film dans une high school américaine, je dirais. Le premier qui me vient en tête, c'est Grise, parce que c'est le seul que j'ai vu récemment, et c'était pas bien. Mais visuellement, je suis pas sûr que ça corresponde. On va mettre ça quand même, mais. C'est pas comme ça, ouais. Non. Welcome to Montrose, au Minnesota.
Le Mont Rose, ça me dit rien du tout. Et ça fait moins film du coup de lycée, vu qu'il y a un truc de campagne ici. Moi j'ai pas de théorie actuellement. Non, ça me dit rien. Est-ce que Logo ça te dit quelque chose toi? Un truc avec un peu de campagne, un peu d'école et ce casting là. Moi là j'ai aucune idée qui me vient en tête. Non. Trop vieux plus pas vu. C'est rigolo comme costume de mon Rochemort. C'est très moche, hein, mais c'est rigolo. Ah, il y a Kristen Dunst. On la voyait avant? Non. Drop Dead Gorgeous. Je ne connais pas. Bon, en plus, c'est le nom américain, donc encore plus de chances que je ne connaisse pas, mais. Belle à mourir. Ok. De 99, par Michael Patrick Jan, avec Kirsten Dunst, Ellen Barkin et Alison Janney. Jamais entendu parler. Montrose, Minnesota. Chaque année a lieu un concours de beauté pour adolescentes censé incarner les valeurs positives de l'Amérique. Les habitants sont fiers de cette manifestation, mais concourir pour décrocher la couronne de Miss n'est pas simplement un rêve de conte de fées, c'est aussi une guerre sans merci. Toutes celles qui sont concernées par le concours... C'est vrai, j'y ai pas fait attention, mais on a l'exemple ici. Peut-être parce que le film a mal vieilli, que ça reste des notes de presse plus de l'époque, et que les spectateurs ont baissé leurs notes au fur et à mesure du temps. Ou alors ça se trouve, je vois... Non, non, je vois pas d'où pourrait venir l'écart sinon. C'est pas un conte de fées, mais une guerre sans merci. Tous ceux qui sont concernés par le concours savent bien que ce n'est ni le numéro préparé, ni l'esprit sportif qui compte, mais c'est d'être la gagnante. Parce qu'à Mount Rose, on gagne comme on peut, ou on se tue à essayer. Ok. La bagarre pour être la plus belle. 1123. Des fleurs. Des fleurs bleues partout. Les premières images, c'est très dur de trouver avec ça. À part si c'est un film que t'as beaucoup vu, c'est compliqué. Un truc noir et blanc, enfin c'est pas vraiment noir et blanc, il y a des couleurs. Vu que là c'est bleu, ça te voit que le film est pas noir et blanc, bien vu. Avec ces décors là, ça me dit rien non plus. Ça fait colonne grecque un peu là, mais le reste... Oula, mais c'est encore vieux ça. C'est un film très centré sur les fleurs apparemment. Mais ça me dit rien, le casting non plus, et c'est assez âgé. My Fair Lady, que je ne connais pas non plus, évidemment. 64. Non, les rares films que j'ai vus de cette époque, c'est quelques films de Hitchcock. C'est tout, j'en ai pas vu d'autres. De George Cukor, là aussi miauté par la presse que par les spectateurs. À Londres en 1912, l'éminent linguiste Henry Higgins parie avec son ami le colonel Hugh Pickering qu'il parviendra à se transformer en grande dame, une petite marchande de fleurs à l'accent cockney, remarquée par hasard du côté de Covent Garden. Et Lisa, la jeune femme en question, se laisse approcher par cet universitaire plein d'autorité qui veut la débarrasser de ses manières populaires afin de lui donner un vernis mondain. À force de la persévérance, elle finit par faire illusion dans les salons de la haute société. Et ce qui n'était qu'un pari vulgaire devient une toute autre histoire. L'un des plus grands rôles d'Audrey Hepburn dans ce classique hollywoodien adapté d'une pièce à succès de Broadway. Ah, il y a Audrey Hepburn là-dedans. Ok. On en a fait 3, 4, 5, 6 et 7. Comme ça, on en aura fait toute la semaine et on sera bien. C'est plus récent dans l'image. Il y a moins de grains et c'est plus propre. Mais alors cette image-là, ça me dit pas grand-chose. On a une personne qui a l'air un peu âgée, on voit du blanc dans ses cheveux et sa barbe. Ou alors c'était juste sa peau, parce que c'est rasé de près, je sais pas. Et il va se faire... Il est à la police pas loin, mais comme ça me dit pas grand-chose. Devant une caméra de surveillance.
Ce serait un voleur, mais... Ah, bon bah, du coup j'ai la référence. Il s'agit... la suite de Incassable et Split. Il s'agit de Glace. Parce qu'il y a M. Night Shyamalan là-dessus, le réalisateur du film, et qu'il y a Bruce Willis ici. Le début, j'aurais pas reconnu. Ouais, Anya Taylor-Joy, qu'on retrouve dans Glass et dans Split, tout à fait. La soignante est Elijah Wood. Et lui, bon, ok, c'était assez clair avec le reste, ça marche très bien. Bien joué, bien joué. Le reste, on ne fera pas, dégage, dégage. C'est... comment ça s'appelle? Le parc à New York, là. Mais en automne. Bon, j'ai pas la ref, hein, évidemment. Central Park, oui, merci. J'y suis allé en plus, mais je trouvais plus le nom. Il y a l'air d'avoir des règles sur le zoo de Central Park. Genre, fais attention à ta ceinture, le singe a probablement volé tes clés. Ce genre de truc. Un film, on suit un mec qui s'occupe de zoo de Central Park. Est-ce que c'est la nuit au musée? euh, Night in Museum? Comment c'est? Je sais pas ce que c'est le titre en anglais. Je sais pas ce que c'est le titre du film en anglais. Night at the Museum, ouais, bah ça c'était un. Merci à tous pour ce niveau d'anglais exceptionnel. C'est la nuit au musée. Central Park, gestion du zoo, les petits soldats. Bon, c'est trop la image d'après. Avec les statues qui fait Ouga Bouga ou je sais plus quoi là. Ça fait longtemps que je les ai pas vus. Là, je les ai vus qu'une fois chacun, je crois. Je suis pas sûr de les avoir tous vus. Mais j'ai pas spécialement envie de retourner dessus. Ça fait pas envie sur le fait que ça ait bien vieilli ou pas. Et en plus, il y a encore Rémi Malek. Au secours! On en peut plus de lui. Hop, avant-dernier. Ça fait film d'horreur de filmer un couloir comme ça en étant tout sombre, à peine de lumière sur le côté et un mec tout seul au bout. Mais comme ça me dit rien. Oh, les plans sont intéressants si c'est tout en couloir comme ça. Ouh. Et j'ai aucune idée de ce que c'est, mais c'est très beau. Avec les deux portes tout au bout. Columbia. Ouais. Hein? Là, j'ai un truc du genre ça qui vient en tête, mais. Parce que j'ai pas vu. Non, c'est rien à voir. En plus, ça ressemble pas à ça, le reste. Euh... Je sais pas trop ce que ça pourrait être. Hein. Un film musical avec Oscar Isaac? Mais je crois que ça me dit rien. Est-ce que t'as la ref, le goût? Ouais, je l'ai pas. Il y a des plans très beaux là, de couloirs qui sont trop moches. Inside Lewin Davis. Ah, c'est des frères Cohen. Non, j'ai pas vu de film de leur part. Ethan Cohen et Joel Cohen. 4-5 par la presse, 3-8 par les spectateurs. C'est que des films qui correspondent à ce que t'as demandé tout à l'heure, c'est rigolo. Inside Lewin Davis raconte une semaine de la vie d'un jeune chanteur de folk dans l'univers musical de Greenwich Village. En 1961, Lewin Davis est à la croisée des chemins. Alors qu'un hiver rigoureux sévit sur New York, le jeune homme, sa guitare à la main, lutte pour gagner sa vie comme musicien et affronte des obstacles qui semblent insurmontables, à commencer par ceux qui se créent lui-même. Il ne survit que grâce à l'aide que lui apportent des amis ou des inconnus, en acceptant n'importe quel petit boulot. Des cafés du village à un club désert de Chicago, ses mésaventures le conduisent jusqu'à une audition pour le géant de la musique Bud Grossman, avant de retourner là d'où il vient. Ok. Ça peut être cool, en vrai, comme musical. Et le dernier.
On a un jeune qui court vers une forêt et un petit cabanon dans une forêt. Le premier truc qui vient en tête, c'est encore un film de Shyamalan, celui pour Netflix. Euh... Je l'ai pas vu, donc j'ai pas le nom. Il est où? Knock at the Cabin, c'est celui qui me vient en tête. Je suis pas convaincu que ce soit ça, mais c'est mon idée de base. Ouais, évidemment que non. Un film de boxe en fait? En noir et blanc? Comment ils s'appellent les films de boxe de... Ah les noms aujourd'hui c'est compliqué hein. Qu'est-ce que c'est? Un truc en forêt, de la boxe en noir et blanc, un appel comme ça. J'ai plus de théorie. Raging Bull, ça part de boxe ou pas? Ça existe pas. Le casting ne me dit rien. C'est Jeffrey White? The Hurricane. Attends, il y avait un indice là. Hurricane partout. Je ne connais pas non plus. Ça finit souvent comme ça. Soit je le trouve vite, soit je le connais pas. Il y a assez peu de trucs que je trouve vers la fin. C'est celui-là? Je crois que c'est pas celui-là. Film de 99. Oups, j'ai été raciste. C'était Denzel Washington. Espèce de con. De Norman Jewison, presse 3-2 et spectateur 3-9. En 1966, Robin Hurricane Carter rêve de devenir champion de boxe. Un soir, dans un bar, sa vie bascule. Une fusillade éclate et Robin Carter se retrouve à tort accusé d'un triple meurtre. Condamné à la perpétuité, il décide de canaliser sa frustration et son désespoir en entreprenant de faire connaître, depuis sa cellule, son histoire au monde. Malgré la publication de son autobiographie, Carter reste derrière les barreaux. Des années plus tard, un adolescent noir convaincu de l'innocence de Carter correspond avec lui et met en place une campagne visant à lui rendre sa liberté. C'était pas évident le quiz aujourd'hui. Je vais faire une petite pause de 5 minutes, le goût. Histoire de reposer un peu la voix, parce que ça fait 1h30 qu'on est en blabla pur. Normalement on parle un peu moins quand on joue par exemple. Et pour faire une petite pause au stand. Et derrière, on se lance sur la suite de la découverte de Star Fox Adventures. Donc littéralement un Star Fox à la sauce Zelda. Jusqu'à 17h. À toutes.